Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous êtes à présent 50 connectés, donc écoutez, il est exactement 9h30, donc je vous propose de commencer. Je vous remercie tout d'abord d'être présent et j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui du capital immatériel au sortir de la crise et des liens entre crise économique et capital immatériel. Je me présente rapidement, Arnaud Bergerot, je suis directeur des opérations chez Goodwill Management et je travaille chez Goodwill depuis 2013. Donc, comment va se passer la petite heure que nous allons passer ensemble? Euh, Tout d'abord, je vais vous parler en quelques mots de Goodwill Management, vous parler du capital immatériel et des enjeux du capital immatériel. Je vais également parler des impacts de la crise de 2008 sur l'immatériel, l'immatériel pendant cette crise actuelle que nous vivons, et puis les outils qui existent pour le mesurer. Donc tout ça, ça va prendre à peu près une demi-heure. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses qui sera animée par ma collègue Émilie. Donc, Goodwill Management. Alors, je suppose que certains d'entre vous connaissent déjà, mais on est un cabinet de conseil en performance économique responsable. Comme vous le voyez au centre de l'écran, eh bien, notre objectif, c'est de montrer que les valeurs créent de la valeur. Donc, que les valeurs humaines, les valeurs sociales, valeurs environnementales peuvent rimer avec création de valeur économique. Et pour cela, on a plusieurs outils, mais on a notamment quelque chose qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est l'évaluation du capital immatériel des entreprises, des territoires, des organisations au sens large. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, au sujet du capital immatériel, on fait partie des pionniers qui ont pu traiter de ce sujet. On traite ce sujet à travers un référentiel, notamment, qui a été développé en 2011 à la demande du ministère de l'Économie et des Finances. Il a été la rédaction de ce référentiel Thésaurus Bercy, que vous voyez à gauche de l'écran. La rédaction a été pilotée par Alan Fustek, qui est le fondateur de Goodwill. Alan Fustek a également remis au président du CESE un rapport sur la politique publique en faveur du capital immatériel. Donc ça, c'est un peu sur le côté officiel, méthodologie. On anime également depuis 2017 une association qui s'appelle l'Institut de la comptabilité de l'immatériel et qui en fait a pour objectif de donner principalement, mais pas seulement aux PME, les outils pour mieux mesurer leur capital immatériel et pour mieux se saisir de ce sujet. Donc c'est une association qui compte à ce jour plus de 200 membres. Et enfin, on donne des formations sur le sujet dans des grandes écoles. Donc, les enjeux du capital immatériel est déjà une première définition. Peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec le sujet. Donc, le capital immatériel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, si on le dit très simplement, le capital immatériel, c'est toute la richesse de l'entreprise qu'on ne lit pas dans le bilan. Voilà, c'est une façon simple de le résumer et d'exprimer ce qu'est le capital immatériel. Alors, pour les plus puristes d'entre vous, vous allez dire c'est pas tout à fait juste et vous avez raison, c'est une façon de le simplifier. Pourquoi c'est pas tout à fait juste? Parce que la comptabilité inclut déjà dans le bilan des entreprises certains actifs immatériels. On va pouvoir inclure dans le bilan un brevet, on va pouvoir inclure dans le bilan des marques sous certaines conditions, des bases de données clients ou autres. Donc, on peut inclure un petit peu déjà de capital immatériel dans le bilan des entreprises. On a coutume d'utiliser l'image suivante quand on parle de la valeur d'une entreprise ou d'une organisation. Alors, on va dire qu'elle est décomposée en trois parties. Numéro un, ce qui est une partie qui est solide. Celle-là, tout le monde la connaît. Ça va être
des bâtiments, une usine, des bureaux, des machines, etc., qui vont être utiles pour créer de la valeur. Deuxièmement, une deuxième partie, le liquide. Le liquide, le cash, les liquidités qui sont nécessaires pour faire tourner l'entreprise. Et on voit déjà que c'est un sujet qui est très important à l'heure actuelle. Et enfin, troisièmement, ce fameux capital immatériel qui est lui plutôt sous forme gazeuse en quelque sorte. Et en fait, la mission d'un manager, d'un chef d'entreprise, eh bien, c'est de transformer ce capital gazeux en solide et en liquide et de sans cesse régénérer ce gaz. Comment? Eh bien, comment on régénère ce capital immatériel? Eh bien, le rôle d'un manager, ça va être de garder la compétence et la motivation de ses équipes, de travailler au savoir-faire de demain, de bien gérer la relation avec les fournisseurs, de conserver un bon niveau d'organisation. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'entretien du capital immatériel qui, demain, va pouvoir permettre d'investir du capital bien matériel et de générer aussi du cash pour l'organisation et de créer de la valeur. Les actifs immatériels, dans la méthodologie Thésaurus, eh bien, on les compte au nombre de 10. Vous les voyez ici à l'écran, le capital client, les hommes et les femmes de l'entreprise à travers le capital humain, l'organisation, les savoirs, le capital naturel, la marque, système d'information, les partenaires, les actionnaires et enfin tout le capital sociétal qui est autour de l'entreprise. Et en fait, chacun de ces actifs, eh bien, ils vont être évalués grâce à des critères bien spécifiques. Vous voyez, il y en a quelques exemples là sur une deuxième ligne. Eh bien, les clients, un des critères, ça va être l'évaluation du risque client, la compétence des équipes pour le capital humain ou encore la notoriété en ce qui concerne la marque. Et question qu'on peut très justement se poser, l'immatériel, on en parle, mais ça représente quoi finalement dans les entreprises? Est-ce que c'est un enjeu si important que ça? Eh bien, voilà quelques chiffres pour vous convaincre que c'est un sujet qui est prépondérant. Numéro un, eh bien, chaque année, dans les investissements qui sont faits en France, eh bien, c'est près de 2 tiers de ces investissements qui sont de l'investissement dans le capital immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un tiers des investissements, ça va être investir pour des nouvelles machines, des nouveaux moyens de production. Et puis les 2 tiers, investir dans sa marque, dans ses systèmes d'information, dans la relation avec ses clients, dans la formation de ses équipes, etc. Deuxième élément, eh bien, la Banque mondiale a fait un rapport sur le sujet et montre que c'est près de 86% de l'économie française qui est basée sur son capital immatériel. Et enfin, dernier élément, dans la valeur des entreprises, alors en bourse ici, dans le CAC 40, eh bien, on voit que près de 75% de la valeur du CAC 40 est de la valeur immatérielle. Donc, vous voyez autant d'éléments qui montrent que c'est un enjeu qui est central, qui est capital dans le processus de création de valeur à l'heure actuelle. Maintenant, on va parler du capital immatériel et de l'impact de la crise de 2008 sur la compréhension du capital immatériel. On va décomposer ça en 3 parties. Numéro 1, l'impact de la crise de 2008 sur la valeur de l'immatériel. Deuxièmement, l'impact sur les investissements dans l'immatériel. Et troisièmement, l'impact sur la capacité à évaluer ce capital immatériel. En ce qui concerne la valeur de l'immatériel, ici, vous voyez une courbe qui vous montre quoi? L'évolution de la part de la valeur immatérielle dans la valeur du CAC 40. Je vous donne un exemple. Ici, en 2006 ou en 2007, si le CAC 40 valait 100, eh bien, 85 était de la valeur immatérielle, 15 était de la valeur matérielle. Donc, vous voyez que 2006-2007, la part de l'immatériel, très important, est très importante et elle a vraiment chuté pendant toute la période de la crise qui s'est étirée, vous voyez, jusqu'à 2011 pour atteindre 70%. Donc, la part de l'immatériel a baissé dans la valeur des entreprises cotées en bourse, la valeur du CAC 40 ici.
Alors on peut se dire, mais tiens, c'est quand même bizarre parce que est-ce que les brevets d'Airbus ou de Renault ont perdu de la valeur pendant cette période? Est-ce qu'ils étaient de moins bonne qualité? Euh, Qu'en est-il finalement des marques, LVMH ou autres? Est-ce que la qualité de ces marques a baissé pendant la crise? Est-ce qu'elles sont devenues de moins bonne qualité quasiment du jour au lendemain? Eh bien, a priori, non. Mais par contre, ce que ça peut nous montrer, c'est que l'immatériel, il est plutôt mal mesuré. Il est mal mesuré et que donc il a joué ici un rôle d'amortisseur parce qu'on ne connaissait pas très bien sa valeur. Et je vais essayer de vous montrer que effectivement, ce n'est pas un problème d'utilité ou d'importance du capital immatériel, mais c'est un problème de mesure. Parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous montrent que, eh bien, au contraire, on a voulu en faire davantage avec le capital immatériel. Je vous montre ça, page suivante. Donc, deuxième élément, l'investissement dans l'immatériel. Ici, la courbe que vous voyez à l'écran, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre en pointillé l'évolution de l'investissement fait chaque année dans le capital immatériel en Europe, et ici en trait plein, l'évolution de l'investissement dans le capital matériel. Très bien. Et donc, vous voyez que en 2008, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un décrochage très fort de l'investissement dans le capital matériel pendant la crise, mais que par contre, le capital immatériel, lui, conserve son niveau d'investissement. Donc, vous voyez, ça confirme ce qu'on voyait précédemment. Le problème n'est pas que le capital immatériel ne devient plus intéressant après la crise. Au contraire, on continue à investir massivement, on n'arrête pas d'investir là-dessus, mais par contre, on ne le mesure pas très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer ici? C'est que les entreprises considèrent que investir dans son capital immatériel, c'est aussi un moyen d'être plus résistant pendant cette crise. Et enfin, troisième point, on voit numéro un, le capital immatériel pas très bien mesuré. Numéro deux, mais il conserve son intérêt et on continue à investir dans ce capital immatériel. Très bien, donc après la crise, il serait temps d'arriver à mieux l'évaluer, à mieux le percevoir pour éviter ces fluctuations et arriver à mieux piloter l'économie et les entreprises. Et donc, on va citer ici trois éléments qui ont permis de mieux mesurer l'immatériel après la crise. Tout d'abord, l'émergence du reporting intégré. Donc, le reporting intégré, je le rappelle, c'est un reporting qui inclut tous les reportings classiques de l'entreprise, par exemple le reporting financier, mais qui ajoute aussi le reporting RSE et aussi qui inclut la notion d'évaluation du capital immatériel. Donc ce reporting intégré a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Autre élément, je vous en parlais tout à l'heure, le fait que le ministère de l'économie et des finances nous demande de réaliser un référentiel d'évaluation du capital immatériel en 2011. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Et enfin, troisième point, on va dire l'émergence très forte pour les investisseurs des indices ISR, par exemple, c'est investissement socialement responsable, ou des évaluations ESG, environnement social et gouvernance. Alors ici, ce sont plutôt des sujets qui sont liés classiquement à ce qu'on va appeler la RSE, mais néanmoins, on voit qu'ils nous donnent des indices importants sur le capital immatériel et qui permettent de mieux le cerner. Parce que finalement, dans l'ISR ou dans l'ESG, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va regarder quel est l'état du capital humain d'une entreprise, les bonnes pratiques en termes de gouvernance, et on va regarder également les bonnes relations avec les clients ou avec les fournisseurs. Donc, vous voyez, ça nous donne des éclairages sur le capital immatériel des entreprises. Maintenant, essayons de voir les conséquences aujourd'hui dans la crise que l'on vit, cette crise du Covid-19. Alors, bien entendu,
Je ne vais pas faire une comparaison vraiment entre ces deux crises, celle de 2008 et celle que nous vivons aujourd'hui en 2020, parce que les raisons, les causes sont absolument différentes. Mais néanmoins, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur l'ampleur. Ce qu'on voit à gauche, c'est que en 2009, la France a eu une décroissance de son PIB de près de 3%, 2,9%. Donc le produit intérieur brut de la France, la richesse créée, a baissé de près de 3%. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les prévisions, on entend plusieurs choses. On entend une possible décroissance de 6%. J'entendais le gouverneur de la Banque de France dire qu'on s'orientait plutôt vers un moins 8%. Donc, vous voyez en tout cas une décroissance qui va être forte et qui va être 2 à 3 fois plus importante que ce qu'on a pu vivre pendant la crise de 2008. Donc, à partir de là, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'une bonne gestion du capital immatériel est un moyen de résilience pendant la tempête que nous commençons à vivre et qui va malheureusement, probablement encore continuer? Donc, je vais essayer de vous apporter un premier élément de réponse avec une analogie que l'on fait souvent entre l'entreprise, le management, la gestion, le pilotage de l'entreprise et puis une traversée à la voile. Donc, dans une entreprise, eh bien, qu'est-ce qui compte? La santé matérielle, financière. Ça pourrait être comparé, vous voyez, à l'état du bateau, sa voile, sa coque, etc. Qu'est-ce qui compte également pour une entreprise? Sa stratégie. Là, eh bien, ça va être la destination que l'on souhaite atteindre et la manière, la route qu'on va choisir, par exemple, pour faire une traversée. Le contexte macroéconomique. Dans le contexte maritime, ce serait plutôt l'équivalent de la météo. Et enfin, le capital immatériel d'une entreprise. Sur un bateau, ce sera plutôt les compétences de l'équipage, la façon dont on organise notre navigation, l'informatique qui est embarquée, etc. Et donc, vous voyez qu'en faisant ce parallèle, et si on se remet un peu dans ce contexte de tempête qu'on est en train de vivre, eh bien, on voit qu'actuellement, la météo n'est pas bonne en temps de crise. Et que par conséquent, l'entreprise, le bateau, pourrait voir son état matériel dégradé. Donc, à force de tempête, de vagues, de lames, on abîme la santé matérielle et financière de l'entreprise. En ce qui concerne la stratégie, la route qu'on doit choisir pour sortir de cette tempête, là, c'est très incertain. Les informations changent au quotidien. On a une visibilité de 15 jours, 3 semaines maximum. Très difficile d'avoir une bonne stratégie. On l'a subi beaucoup. Et donc, c'est pour ça que finalement, un des éléments qui reste, on va dire, à notre main dans cette période, eh bien, c'est le capital immatériel. C'est d'utiliser les compétences des équipes, d'utiliser la qualité de son organisation et puis surtout d'utiliser la capacité du capitaine à montrer le cap, à fédérer pour arriver à sortir, si possible, plus fort, au moins pas trop abîmé de cette tempête. Je vais vous proposer de rentrer un peu plus en détail sur 4 actifs immatériels de l'entreprise et puis de voir ce qu'ils ont pu subir pendant ces derniers mois et ce qu'ils vont probablement subir dans les mois à venir. Donc, tout d'abord, on va parler du capital humain. Au niveau du capital humain, on a vécu quelque chose d'assez incroyable finalement au tout premier jour du confinement. C'est qu'on a près de 5 millions de Français qui se sont mis au télétravail. 24% des actifs se sont mis au télétravail. Et sur ces 5 millions de Français, eh bien, il y en a environ 3 millions qui étaient des nouveaux télétravailleurs, qui s'y mettaient pour la première fois. Donc, 60% d'entre eux étaient des nouveaux télétravailleurs. Et ça a eu déjà un premier impact très important sur le capital humain.
se mettre au travail, c'est repenser ses relations avec sa hiérarchie, repenser l'organisation du travail. Ça va avoir des impacts en termes de productivité. Il va falloir aussi gérer son capital humain de façon différente pour s'assurer de sa motivation, de sa bonne sérénité, etc. Donc là, il y a eu déjà un premier changement très important, un impact fort sur le capital humain. Et ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises qui étaient déjà préparées à ça, elles ont vécu cette transition de façon plus souple et donc elles ont aussi gardé, on va dire, la bonne qualité, la bonne productivité globale de leur capital humain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors déjà, il y a vraiment un demain, un court terme. C'est que lorsqu'on écoute les mots de notre Premier ministre, il apparaît qu'on va être grandement incité à continuer le télétravail lorsque c'est possible. Donc déjà, dans l'après 11 mai, les entreprises qui savent télétravailler et qui n'ont pas vécu ces 2 mois avec trop de difficultés en termes d'organisation du travail vont pouvoir continuer à appliquer ces bonnes méthodes. Quelques statistiques intéressantes, on voit qu'il y a près de 55% des gens qui télétravaillent pendant le confinement qui souhaitent continuer le télétravail par la suite. Et donc ça nous amène aussi sur un enjeu de plus long terme, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On peut imaginer que le télétravail va se pérenniser et qu'il devienne de plus en plus un outil important pour la marque employeur et pour attirer des collaborateurs vers l'entreprise. On voit que il y a près de 3/4 des Français qui pensent que ce télétravail devrait être plus développé. Donc, vous voyez que le capital humain, à travers cette réorganisation complète, a subi des évolutions et les entreprises qui avaient bien pris soin de leur capital humain en gardant un bon niveau de communication, de motivation, etc., en ayant les bonnes méthodes de travail, eh bien, elles ont pu traverser ces premiers mois et je pense traverser les suivants avec un petit peu plus de sérénité que les autres. Excusez-moi. Deuxième actif auquel on va s'intéresser, eh bien, c'est le capital marque. Alors, vous en avez tous entendu parler dans l'actualité, dès les premiers jours de la crise. Il y a certaines entreprises qui ont fait parler d'elles et pas toujours en bien. Vous voyez quelques exemples ici. Vous avez probablement entendu parler d'SFR qui s'est lancé très rapidement dans une demande de chômage partiel. Ça a fait pas mal de bruit et je pense que ça a même jusqu'à impliquer la ministre du Travail. On peut parler également en Allemagne de Adidas ou H&M qui ont souhaité cesser de payer leur loyer très rapidement. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée étant donné que ce ne sont pas non plus les entreprises qui sont les plus à plaindre. Et puis, ça va même plus loin. Vous voyez ici, aux États-Unis, il y a des employés qui ont carrément été licenciés à distance, qui ont été licenciés par visioconférence. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant la crise, mais on voit que ça peut aussi représenter le levier de la marque, peut être utilisé pour passer la crise et pour la dépasser également. Il y a certaines entreprises qui, au contraire, ont gagné en visibilité. On pense par exemple facilement à Decathlon, qui, en fournissant des masques au personnel soignant, eh bien, a pu non seulement montrer que c'était une entreprise généreuse, impliquée pour la société, mais qui a aussi pu mettre en avant la qualité de sa marque, la qualité de son innovation, et globalement la qualité du service qu'elle pouvait rendre à ses clients. On peut aussi penser à LVMH qui a transféré des lignes de production de parfums, de produits pharmaceutiques en ligne de production de gel hydroalcoolique. Donc là aussi, il y a eu des entreprises qui ont pu se démarquer. Et à nouveau, quelques chiffres, on voit qu'il y a près de 70% des consommateurs qui perdraient confiance dans les marques qui mettent le profit avant l'humain dans ce contexte de pandémie. Donc, vous voyez que le comportement des marques va avoir un rôle très important pour la suite de leur aventure. Et ça pourrait nous amener à
à penser qu'il y a certains modèles qui vont peut-être pouvoir se développer plus rapidement après la crise. Par exemple, le modèle des entreprises à mission, hein, qui a été, on va dire, récemment créé en France, les entreprises à mission qui vont pouvoir eh bien, avoir une mission qui va être environnementale ou sociale, mais tout en gardant l'impératif de pérennité économique. Donc, qui va pouvoir mieux mélanger l'ensemble de ces enjeux. On va passer à présent à une analyse similaire, mais une analyse sur le capital client des entreprises. Donc là, ce que vous voyez sur votre gauche, eh bien, c'est la décomposition du capital client selon le modèle Thésaurus. Donc vous voyez, des clients ont des qualités collectives qui se traduisent par une dynamique de marché et un risque client. Ils ont des qualités individuelles, un potentiel à travers leur richesse, leur capacité à payer. Et puis, nos clients nous donnent une certaine visibilité commerciale. Donc là, l'idée, c'est de voir comment finalement le capital client est impacté et comment ces critères fondamentaux sont impactés par la crise. Donc tout d'abord, la dynamique de marché. Alors là, bien évidemment, dans la période actuelle, on a une dynamique qui a pris un ralentissement incroyable puisque simplement, il n'y a plus de demande en quelque sorte. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que certaines entreprises arrivaient à mettre à profit cette période eh bien, pour aller vers leurs clients, pour tester le marché, le sonder. Des entreprises ont fait des gestes commerciaux, des entreprises ont proposé des services gratuits, par exemple ceux qui avaient des outils de télétravail, ou alors de la mise en ligne gratuite de contenu, par exemple Canal+ a pu faire ce type de choses, aller au contact finalement de son marché, même quand ce marché ralentit. Premier élément. Deuxième élément, le paiement. Donc, bien évidemment, il faut que nos clients soient capables de nous payer pour la bonne pérennité de l'entreprise. Et c'est peut-être d'autant plus fort quand on est avec des clients professionnels, des clients B2B. Et là, il y a un risque de liquidité qui est généralisé et où on voit que lorsqu'on peut aller au-devant de son client, lorsqu'on peut avoir un échange avec son client, on peut étaler des paiements ou autres, ce qui permet aussi d'être plus résilient pour le client et le fournisseur pendant cette crise. On va en reparler juste après. Ensuite, autre point qui va être impacté fortement, c'est la satisfaction. La satisfaction, et ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises qui ont déjà mis en place un système de mesure de la satisfaction client et un système de mesure ou de gestion des réclamations des clients, elles vont mieux s'en sortir. Il y a des études qui montrent que en période de crise, de telles pratiques, notamment de la bonne gestion de l'insatisfaction des clients, a un retour sur l'investissement qui est très important. On peut penser, par exemple, aux professionnels du tourisme lorsqu'on doit annuler des hôtels, des déplacements, des locations de voitures, de trains ou autres. Comment ils ont géré les réclamations de leurs clients et la façon dont ils l'ont géré, ça va aussi conditionner la façon dont les clients vont revenir vers eux par la suite. Et donc, ça nous amène au dernier point, c'est la fidélité de ces clients. À l'heure actuelle, il y a quasiment, pour beaucoup d'entreprises, il n'y a pas ou peu de relations avec les clients. Donc, il y a une grande incertitude sur comment cette relation va redémarrer après le 11 mai, plus largement après la crise. Et donc, eh bien, en fait, les entreprises qui ont réussi à garder le lien, à maintenir la satisfaction, à continuer à aller au-devant du client, eh bien, elles ont beaucoup plus de chances de retrouver ces mêmes clients par la suite. Et on va faire à présent une analyse qui est à peu près, qui est assez complémentaire, mais sur le capital partenaire et fournisseur. Donc vous voyez à nouveau ici à votre gauche l'organisation de l'actif partenaire, la décomposition de l'actif partenaire et fournisseur selon le modèle Thésaurus. Donc tout d'abord, il y a quelque chose qui nous a tous, qui est apparu de
façon très forte aux yeux de tous au cours des derniers mois, c'est l'importance de la robustesse du portefeuille client, de notre capacité, du portefeuille fournisseur, de notre capacité à continuer à pouvoir nous approvisionner. Et là, la crise a montré qu'il y avait un manque de diversification qui est criant, aussi bien sur le plan du nombre de fournisseurs qui existent sur certains produits que sur des dépendances géographiques. On voit par exemple dans l'industrie pharmaceutique, on a 80% des principes actifs qui sont fabriqués en Chine ou aux USA. Donc forcément, je pense qu'il y a l'Inde aussi qui a un rôle important. Donc lorsqu'on a la Chine et l'Inde qui sont confinés ou partiellement confinés, ça pose des problèmes immenses. Donc ça, demain, forcément, la question qui va se poser, c'est faut-il relocaliser? Que faut-il relocaliser? Et surtout, comment est-ce que je vais diversifier mon portefeuille de fournisseurs pour être plus résilient en cas de nouvelles secousses économiques? Premier point. Deuxième point, et ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure avec les clients, c'est la santé financière. C'est qu'évidemment, il va falloir à nouveau gérer la façon dont on va payer nos fournisseurs. On ne peut pas couper le robinet. Il faut avoir une discussion partenariale pour voir comment on peut organiser cela. On voit qu'il y a certaines entreprises qui se sont fait là, à nouveau taper sur les doigts dès les premiers jours de la crise parce qu'elles ont pas du tout pensé à leur chaîne de fournisseurs et elles ont pensé d'abord à leur trésorerie en coupant les robinets, même des grandes entreprises. Et donc, ça nous amène à un dernier point, c'est la qualité de cette relation. Une relation, on va dire, qui n'est pas seulement, on va dire, donneur d'ordre, fournisseur, mais plutôt une relation partenariale, une relation plus solidaire. Et on voit que quand les entreprises avaient déjà cette relation plus solidaire, eh bien, elles ont un rôle important sur la pérennité de leurs fournisseurs, hein, principalement pour les grands donneurs d'ordre. Et donc ça nous amène à penser que dans un second temps, après cette crise, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt une approche des fournisseurs et des partenaires par les coûts, eh bien, on va avoir une approche plus large qui intègre davantage de critères et qui prend mieux en compte la maîtrise des risques et la durabilité de la relation avec les fournisseurs. Donc finalement, vous voyez, si on pourrait résumer en trois mots, en trois idées, pourquoi le capital immatériel est un outil précieux pendant la crise que nous sommes en train de traverser. C'est parce que, numéro un, il permet de piloter les ressources rares de l'entreprise, telles que le capital humain de l'entreprise, ses savoir-faire, sa marque, ses fournisseurs. Numéro 2, le capital immatériel va permettre de mieux traverser la crise quand on est préparé, parce qu'on voit que cette crise, elle génère des conséquences fortes sur notre capital humain dans la façon dont il s'organise, par exemple, et puis aussi mieux se préparer à l'après, si on arrivait à montrer qu'on était une marque qui était engagée, si on a montré qu'on avait une réelle relation de partenariat avec ses fournisseurs, par exemple. Merci Arnaud. Et donc pour évaluer ce capital immatériel, il existe des outils. Je vais vous en parler en quelques mots. Nous, on travaille sur le sujet depuis plus de 15 ans. Et donc, sur la base du référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure, le référentiel Thésaurus, on a développé un outil Thésaurus Capital Immatériel qui permet d'évaluer la qualité en donnant une note sur 20. C'est ce que vous voyez à l'écran ici. Et la valeur des actifs immatériels, combien vaut ma marque, combien valent mes brevets, etc. On a également développé un outil qui permet d'avoir en quelque sorte une santé à 360 de l'entreprise, donc évaluer quels sont tous les points forts et tous les points faibles de l'entreprise à travers le capital immatériel, à travers le contexte macroéconomique, l'audit des risques, la stratégie RSE et enfin, bien entendu, l'audit de la santé financière. Et en fait, tous ces outils, au cours des dernières semaines, on les a développés en ligne. Ils sont à présent accessibles à travers un outil qui s'appelle Goodwill Digital et qui va vous permettre directement en ligne de pouvoir évaluer le capital immatériel ou la santé globale 360 de votre entreprise, soit de votre entreprise, soit évidemment de vos clients.
Peut-être un dernier mot sur le capital immatériel, c'est que je vous le disais tout à l'heure, on organise, on forme beaucoup au capital immatériel dans des grandes écoles et on fait également des formations. Voilà, juste pour vous dire qu'il y avait une formation qui était prévue le 5 mai sur le capital matériel et immatériel, la protection des ressources rares. Et donc, cette session de formation a lieu le 5 mai. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet. Écoutez, je vous remercie et maintenant, Émilie va me transmettre les questions que vous avez pu poser au cours de ce webinaire. Merci Arnaud et merci pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à en poser. Je regarde l'onglet questions et réponses régulièrement. Alors, je vais commencer par quelques questions qui ont été posées au début du webinaire sur certains chiffres. Typiquement, la valeur de 75% du CAC. Voilà. Est-ce que tu peux un peu en dire plus sur cette valeur immatérielle de 75% du CAC? Oui, tout à fait. La valeur du capital du CAC 40, effectivement, je crois que c'est une question d'Emmanuel, eh bien, c'est effectivement la capitalisation boursière. Donc, la valeur des entreprises en bourse, c'est la valeur d'une action fois le nombre d'actions. Quand on compare cette valeur globale et qu'on regarde quelle est la valeur des actifs matériels au bilan d'une entreprise, eh bien, on remarque que les actifs matériels ne pèsent que 25% de la valeur totale des entreprises. Alors, bien entendu, c'est mal mesuré dans la bourse parce qu'il y a aussi, il ne faut pas confondre dans la bourse l'immatériel et l'irrationnel qui serait lié à la spéculation. Merci. Alors, ensuite, peux-tu nous éclairer sur les modalités de financement des investissements immatériels? Alors ça, c'est un excellent sujet et c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile de financer ces actifs immatériels. On travaille avec des banques, par exemple, et il est tout à fait évident que si vous êtes une entreprise et que vous voulez financer, par exemple, un nouveau camion pour faire vos livraisons, votre banquier va vous prêter de l'argent directement. Ça va être assez facile puisque si vous faites défaut, eh bien, il reprendra le camion et puis il pourra le revendre. Par contre, si vous allez voir votre banquier pour lui demander de financer les investissements que vous allez faire dans votre marque, ou si vous lui demandez de financer la formation que vous allez faire de vos collaborateurs, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, à l'heure actuelle, c'est plus difficile de financer le capital immatériel. Donc, bien entendu, ça amène une conséquence, c'est en quelque sorte que ce sont les entreprises les plus riches qui peuvent se permettre et qui ont des disponibilités, qui peuvent se permettre d'investir davantage dans le capital immatériel. Du côté des startups, il y a un autre moyen de financer le capital immatériel. Les startups, ce sont des entreprises qui n'ont que des actifs immatériels. Et donc, comment elles se financent? Eh bien, elles se financent auprès de venture capital, donc d'investisseurs à risque, dont c'est le modèle et dont c'est l'habitude. Voilà. Donc, il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, c'est difficile de financer l'immatériel à ce jour. Merci. Alors, autre question. Est-ce que ce capital immatériel est comptabilisé quelque part? Donc, tu as un peu répondu à cette question au début de la présentation. Ou est-ce uniquement des plus-values cachées? Alors, il y a une partie qui est effectivement comptabilisée. Hein, quand on a, donc je vous disais, un brevet, par exemple, les comptables, sous certaines conditions, peuvent l'intégrer à un bilan. Il en va de même pour une marque, pour des fichiers clients, certaines applications informatiques, etc., qui peuvent être immobilisées. Mais il y en a une grande partie qui permet de créer de la valeur, mais par contre qui n'est pas comptabilisé dans un bilan. Donc du coup, je crois que c'était un peu le sens de la question, effectivement, cette valeur, elle devient réelle que s'il y a une transaction, lorsqu'on vend son entreprise ou qu'on fait rentrer de nouveaux investisseurs, par exemple.
Très bien. Des questions plus sur l'actualité. Le capital immatériel doit-il au moins en partie être secret pour avoir de la valeur? Ou bien le secret augmente-t-il sa valeur? Là, on pense Ah à oui, la oui, j'ai vu cette digitalisation. question. Ça, je pense que ça s'adresse plutôt à tout ce qui est autour des savoir-faire d'une entreprise. Donc, je rappelle en 2 mots, nous, ce qu'on considère comme le savoir-faire d'une entreprise, c'est finalement tout ce qui reste dans l'entreprise lorsque les collaborateurs sont rentrés chez eux le soir. C'est-à-dire que le reste, c'est de la compétence, hein. Donc, attention entre compétence et savoir dans une entreprise. Eh bien, un savoir, pour avoir de la valeur, vous avez raison, il doit être protégé. Mais pour le protéger, il y a plusieurs approches. Un savoir, par exemple, qui est très protégé et qui est tout sauf secret, ça va être un brevet, puisque l'objectif, c'est au contraire de le rendre public. Il y a plusieurs méthodes de protection. Donc voilà, c'est plus que secret, je remplacerai par protection. Il y a plusieurs méthodes de protection des savoirs qui peuvent être le secret, qui peuvent être le dépôt de brevet, etc., etc. Mais lorsque c'est quelque chose qui ne peut pas être protégé, par exemple, par un brevet, eh bien, le secret est un outil très important pour valoriser le, la protection, le capital savoir, ou ça peut être aussi des clauses spécifiques dans les contrats de travail des personnes qui travaillent sur ces secrets de fabrication, par exemple. Très bien, merci. Quelle réactivité doit-on avoir sur l'évaluation du capital immatériel pour rester pertinent? Par exemple, en temps de crise. Réactivité, j'ai pas bien perçu. J'essaie de retrouver la question, voir si je peux. Euh, Mais alors, réactivité. Donc deux choses. Un, d'abord, ces actifs immatériels, ils se construisent sur le long terme. Donc effectivement, cette période de crise, on peut les renforcer, mais si on part vraiment de très très bas, c'est assez difficile. Mais par contre, il peut y avoir des modifications qui peuvent être faites assez rapidement, hein. Vous voyez, bon, je prenais tout à l'heure l'exemple du, du, du télétravail. Il y a des entreprises qui ont su s'y mettre rapidement et dans de bonnes conditions. Donc, on peut avoir une réactivité qui est assez importante tout de même. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que ces actifs immatériels, ce sont quand même des actifs de long terme qui assurent à long terme la pérennité de l'entreprise. Alors, le temps de confinement et de réflexion que rend possible la crise que nous vivons permet-elle aux entreprises de réfléchir un peu plus à leur raison d'être et à leur mission? Et est-ce une bonne chose pour le capital immatériel? Oui, alors, tout à fait. C'est vrai que je vois que c'est une question de Christophe. Pour moi, c'est un sujet qui est assez important et c'est une bonne chose pour le capital immatériel. Je dirais oui, de réfléchir à sa raison d'être et à sa mission, parce que en général, la raison d'être ou la mission, elle va impliquer de travailler davantage avec ses parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est qui? C'est ses clients, c'est ses fournisseurs, c'est bien entendu son capital humain et tous les autres acteurs qui gravitent dans l'écosystème d'une organisation. Donc, réfléchir à sa raison d'être et à sa mission, c'est aussi une façon de renforcer, d'assurer la pérennité de son capital immatériel, parce qu'en quelque sorte, on met un petit peu des capteurs de ce que de ce que vont penser nos fournisseurs, nos clients, les hommes et les femmes de l'entreprise. Alors, bon, encore deux questions, puis Oui, tout à fait. on va arrêter là. Comment, à partir d'une note, vous en déduisez une valeur des capitaux propres? Alors, on va regarder quelle est la note globale des actifs immatériels. Et en fait, on a déterminé un algorithme avec des analystes financiers qui nous permet de dire, en fonction de la note, quel est le taux de risque qu'on attribue à une entreprise. Et en fonction de ce taux de risque, eh bien, en faisant des méthodes de valorisation, par exemple celle des cash flows futurs, la méthode DCF, eh bien, on va pouvoir déterminer la valeur des capitaux propres. Donc, la note. La note influence quoi? Le niveau de risque.
le niveau de risque influence quoi? La valeur des capitaux propres. Alors, j'ai des nouvelles questions qui apparaissent, mais il va falloir faire des choix. C'est pas évident. Alors, comment intégrer le capital immatériel dans la comptabilité en IFRS? Sinon, quelle autre solution? Et comment comptabiliser la valeur des collaborateurs, du management, intégrer la formation, etc. Peut-être la nature demain dans… Donc, les normes IFRS, alors avant tout, je tiens à vous dire, je ne suis pas expert comptable, donc sur le détail des IFRS, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais les normes IFRS intègrent justement la capacité à inclure au bilan des entreprises un certain nombre d'actifs immatériels. Première chose. Pour en intégrer davantage, en fait, on ne va pas les intégrer au bilan dans le sens où on va demander, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible de demander à son expert comptable, tiens, mon capital humain vaut tant, est-il possible de l'intégrer à mon bilan? Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, dans le cadre d'une transaction, dans le cadre d'un mouvement au sein du capital d'une entreprise, eh bien là, on peut faire valoir que du savoir-faire, du capital humain, une bonne gestion de la relation avec les partenaires génère de la survaleur pour l'entreprise, de la survaleur par rapport à sa valeur comptable. Très bien. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. On ne va malheureusement pas pouvoir tout y répondre, mais je pense qu'on va… Voilà, peut-être deux ou trois, une ou deux de plus. Encore une ou deux de plus? Ok. Allez, ouais. Alors, je les lis en même temps. Alors, j'avais une question sur quelqu'un qui suit bien la méthodologie Thésaurus Bercy et donc a remarqué qu'auparavant, il y avait 8 actifs et maintenant 10. Voilà, une question sur la mise à jour de la méthodologie Thésaurus. Alors, il y a une mise à jour qui a eu lieu. En fait, on a continué à faire vivre le modèle Thésaurus Bercy. Donc, il y a la V1, celle que je vous ai montrée. C'était une analyse extra-financière, donner une note sur 20 à chacun des actifs. Après, on a fait une V2 qui incluait la valorisation financière des actifs immatériels. Et ensuite, on a fait une dernière version l'an dernier, une version 2019, qui, elle, notamment rajoutait des actifs comme l'actif nom de domaine, qui, sur le volet digital, prend de plus en plus de place dans la valeur des entreprises, et c'est vraiment un atout stratégique d'avoir un bon nom de domaine pour les entreprises. Donc, effectivement, on peut imaginer d'ajouter de nouveaux actifs comme on l'a déjà fait. Ok. Quel levier pourrait enfin rééquilibrer la vision à long terme, développée notamment avec le capital immatériel, avec les enjeux court-termistes qui ont prévalu jusqu'ici, à travers une stratégie plutôt par les coûts? Pardon, est-ce que tu peux reposer la question? Quel levier pourrait permettre de rééquilibrer la vision à long terme, qui est notamment développée avec le capital immatériel, avec les enjeux court-termistes qui reposent essentiellement sur une stratégie de coût? Ok. Oui, là-dessus, c'est vraiment un peu les fondamentaux de ce capital immatériel. C'est-à-dire qu'on voit, quand on voit cette liste d'actifs, on se rend bien compte que améliorer sa relation avec les clients, améliorer son capital humain, développer de nouveaux savoir-faire, construire sa marque, tout ça, c'est des choses qui vont être besoin de travailler sur le long terme et où on va dépenser de l'argent un jour, mais on ne va pas forcément avoir un retour sur l'investissement dans le trimestre. Par exemple, sur le capital humain, si on investit dans la formation, ce n'est pas évident d'avoir un retour sur l'investissement tangible et immédiat au bout de quelques semaines ou de quelques jours. Donc, de toute façon, ces actifs immatériels, eh bien, ce sont, on va dire, les garants de la vision long terme dans une entreprise. Ok. Alors,
Autre question, comment valoriser les actifs immatériels en période de crise? Peut-on donner envie aux dirigeants de s'y mettre et donc d'allouer du budget? À mon avis, je pense que là, c'était un peu l'objectif de ce webinaire, c'est vous montrer qu'il est essentiel de regarder de très près ces actifs immatériels en cette période. Les valoriser, vous voyez, quand on dit valoriser, il y a une idée valeur, les valoriser en euros. C'est pas toujours là, ce serait pas l'objectif à court terme, vous voyez, pendant cette crise. L'objectif ici pendant la crise, c'est plutôt de se dire quelles sont les qualités et les points faibles de chacun de mes actifs immatériels. Ça, par exemple, donner envie aux dirigeants de s'y mettre. Moi, je vous invite notamment à télécharger la méthodologie de Thésaurus Bercy, qui est open source. Vous pouvez googler sur Internet. Je pense qu'elle est également sur notre site Internet. Vous pouvez la trouver. Donc, c'est très facile de le télécharger. Et si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, de commencer à se poser des questions, de commencer à évaluer ses actifs. Ce qui est assez intéressant avec cette méthode Thésaurus Bercy, c'est que, par exemple, pour une PME, si on passe environ une journée à se poser l'intégralité des questions qui sont dedans, on arrive à connaître dans les moindres détails le fonctionnement de cette entreprise, son modèle économique, ses points forts et ses points faibles. Nous, quand on va faire ça avec nos clients, bien souvent les dirigeants nous disent en une ou deux journées de travail, en posant les bonnes questions, vous arrivez à une meilleure connaissance de l'entreprise que certaines personnes qui travaillent depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment ça le point fort de ce référentiel, et je répète, qui est open source, que vous pouvez tous télécharger et mettre en œuvre de votre côté, c'est qu'il permet de bien comprendre l'entreprise très rapidement. Donc ça, c'est un moyen de donner envie aux dirigeants en leur disant c'est rapide, on peut déjà faire un diagnostic, un premier niveau de diagnostic en une journée. Et ensuite, du coup, vous voyez que pour une petite entreprise, le budget, il peut être aussi assez modéré. Merci Arnaud. On va peut-être arrêter là. Très bien. Écoutez, oui, j'ai vu. C'est vrai qu'il y a des questions un peu plus complexes. C'est plus elles amèneraient davantage presque une discussion qu'une réponse. Hein, mais en tout cas, merci pour toutes ces questions. Je voulais, bien entendu, te remercier également, Émilie, pour cette organisation. Je voulais remercier également Elga et Alima qui m'ont aidé à monter ce webinaire. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Émilie. Oui, merci encore à tous. Vous avez été près d'une centaine à participer ce matin. Donc, on est heureux que le capital immatériel intéresse beaucoup de monde. Donc, on espère que ce webinaire va vous apporter du grain à moudre dans vos réflexions. Et on a donc pour finir cette présentation, donc Goodwill organise en cette période particulière plusieurs autres rendez-vous. Alors, je te laisse passer à la slide suivante. Ah oui, absolument. Donc, on vous donne rendez-vous le 24 avril, donc vendredi prochain, vendredi en fin de semaine, pour un webinaire sur la relocalisation après la crise. Donc là, on va vous partager un peu notre expertise sur les empreintes socio-économiques et environnementales. Voilà, quels outils utiliser pour relocaliser la production après la crise. Donc, sujet majeur. Et enfin, un webinaire mercredi prochain. Donc là, on va vous présenter un nouvel outil qui s'appelle Thésaurus BPRS pour bonnes pratiques de responsabilité sociétale. Voilà, donc ça, c'est un travail de recherche et développement qu'on a mené depuis plusieurs années chez Goodwill pour créer une base de données qui recense des centaines, voire demain des milliers de bonnes pratiques RSE qui permettront aux entreprises d'aller encore plus loin et d'améliorer leur impact positif, ou en tout cas de réduire leurs impacts négatifs. Voilà, merci à tous.